saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Héloïse Couvert, diplômée en 2009 à l'NC Cube. Après ses études, Héloïse entre chez Étamine, bureau d'études et de conseil en performance environnementale en tant que chargée d'affaires. Elle devient ensuite responsable de l'agence de Lyon en 2018 avant de devenir directrice opérationnelle en avril 2023. Bonne écoute! Bonjour Héloïse! Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de Le Cubecast et merci de nous rejoindre. Merci à vous de m'inviter. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INP NC Cube. Tu as obtenu ton diplôme en 2009. Tout à fait, ça date. Oui. Avant qu'on commence, s'il te plaît, tu vas te présenter. On va évoquer ton parcours universitaire et professionnel par la suite, mais là, je voudrais que tu te présentes sans parler du côté pro. Oui, ça marche. Eh bien, je m'appelle Héloïse Couvert. J'ai 37 ans, maman de 2 enfants. J'ai quitté depuis 2009 les montagnes grenobloises et je me suis allée à Villeurbanne, près de Lyon. Du coup, en parallèle de ma vie professionnelle, j'ai notamment plusieurs engagements associatifs, à la fois sur le volet écologique. Par exemple, je suis notamment engagée dans un collectif qui s'appelle Cantine sans plastique de Villeurbanne pour... L'idée, c'est de basculer sur des contenants inox à la place des contenants plastiques à la cantine des enfants. Et puis, je suis engagée aussi sur un volet plus social, notamment dans un collectif qui s'appelle Jamais sans toi, pour œuvrer pour mettre à l'abri des familles à la rue. Excellent, merci beaucoup et bravo pour cet engagement. Comme on l'a évoqué précédemment, tu as obtenu ton diplôme en 2009, donc tu es rentrée à l'école NC Cube en 2006. Qu'est-ce qui t'a mené à l'NC Cube ? Honnêtement, c'est pas facile de choisir une école d'ingénieur en deuxième année de prépa, au milieu de la révision des concours, quand on n'a pas une idée très précise de ce qu'on souhaite faire plus tard. Donc, en toute honnêteté, j'ai d'abord choisi la ville, Grenoble, dont les montagnes m'attiraient. Ouais. Après, sur les plaquettes de l'école, j'ai découvert la nouvelle filière à l'époque, système énergétique et marché. Elle venait d'être créée à l'IEG. Et en fait, cette filière, elle était montée pour préfigurer la future école NC Cube. Donc, c'est vraiment les aspects énergie renouvelable, thermique du bâtiment qui m'ont attirée dans cette filière-là. J'étais beaucoup moins sensibilisée sur les enjeux de transition environnementale à l'époque, mais je pressentais quand même qu'il s'agissait d'enjeux majeurs pour le futur et je me suis pas trompée. Donc je suis rentrée à l'IEG et je suis sortie avec un diplôme NC Cube, la première promo NC Cube. Ok. Et depuis ta sortie de l'école, tu travailles chez Étamine. C'est un bureau d'études et de conseil en performance environnementale. Il me semble que tu avais aussi effectué ton stage là-bas, c'est bien ça ? C'est ça, je suis restée très fidèle à Étamine depuis. Je suis rentrée en stage en 2009 et depuis, j'ai changé plusieurs fois de poste et donc de mission en fait. Oui. Étamine a changé aussi pendant tout ce temps. Quand je suis rentrée, il y avait une seule agence à Lyon et on était une quinzaine de collaborateurs. Et maintenant, on est 80 sur 6 sites différents. Donc, j'ai pas changé d'entreprise, mais l'entreprise a changé. Et oui, et ça fait donc 15 ans que tu y es. C'est ça, j'ai fêté les 15 ans. Et c'est quoi tes activités au sein d'Étamine ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Alors, déjà, pour présenter Étamine, on est un bureau d'études et de conseil sur vraiment tous les sujets de performance environnementale. Sur les projets de bâtiments et d'aménagement du territoire. Donc on travaille aussi bien en neuf qu'en rénovation et sur l'ensemble de la chaîne qui aboutit à la construction d'un bâtiment, c'est-à-dire depuis la phase programmation, conception, construction et suivi en exploitation de tout type de bâtiment sauf la maison individuelle, donc aussi bien l'enseignement, les logements, les bureaux, les hôpitaux, les gymnases, etc. Ok. Notre boulot, c'est d'intervenir aussi bien au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, donc en lien direct avec des architectes et d'autres bureaux d'études, que en tant que assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc là, on est en direct avec des promoteurs ou des maîtres d'ouvrage publics.
Pour finir sur les thématiques traitées qui sont larges et regroupées en fait en 4 thèmes principaux. D'abord l'énergie, bien sûr, qui est assez centrale et c'est cette thématique qui est la plus en lien avec ce que j'avais appris à l'école, thermique du bâtiment, de diagnostic énergétique, etc. On s'intéresse aussi beaucoup au confort des usagers, confort thermique, confort visuel. Et puis une troisième thématique autour de tout ce qui est bas carbone. Donc ça, c'est vraiment une thématique assez nouvelle, enfin en tout cas dont on parlait pas en 2009, mais hyper importante, qui étudie en fait l'ensemble des leviers susceptibles de faire réduire le poids carbone d'une opération. Et enfin, la quatrième thématique, c'est autour de la biodiversité, puisqu'on a 6 écologues au sein d'Étamines qui s'occupent de ce thème-là pour favoriser l'intégration de la faune et de la flore dans nos projets urbains. Ok, très bien. Eh ben merci pour cette présentation. Toi, tu as évolué au sein de cette société. D'abord, tu as été chargée d'affaires pendant 13 ans, puis responsable de l'agence de Lyon pendant 5 ans, avant d'être maintenant directrice opérationnelle depuis avril 2023. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différentes expériences, ce qu'elles t'ont apporté et ce que toi aussi tu as apporté à cette entreprise? Ouais, ça marche. Alors en réalité, juste après mon stage, j'ai même démarré en tant que chargée d'études, plus exactement, puis effectivement chargée d'affaires au bout de 2-3 ans. C'est un poste qu'on appelle désormais chef de projet. Ça reflète mieux la réalité. Donc, en tant que chef de projet, je prenais en charge une opération de A à Z. J'étais l'interlocutrice principale du client sur tous les échanges liés à la conception, aux visites de chantier, et je m'appuyais pour assurer cette mission sur des études techniques, notamment des simulations thermiques du bâtiment, des simulations de confort visuel ou d'impact carbone. Et ces études sont réalisées par les chargés d'études. Et ensuite, effectivement, en 2018, en parallèle du départ à la retraite de notre dirigeant fondateur, j'ai pris la responsabilité de l'agence de Lyon. Je sentais quand même depuis quelques années que le management m'attirait. J'avais pris au préalable quelques responsabilités nouvelles sur du planning, des chargés d'études, etc., ce qui a légitimé un peu cette prise de poste. Le rôle là de responsable d'équipe, il était vraiment multiple, déjà managérial, puisque j'étais responsable d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Ouais. Mais j'avais aussi une casquette de commercial pour développer le chiffre d'affaires sur le territoire couvert par cette agence de Lyon. Et à partir de 2020, donc là on commençait à avoir 4-5 agences, le directeur général m'a demandé également de prendre un rôle de coordination de l'ensemble des responsables d'équipe, dans le but un peu d'harmoniser nos pratiques managériales, de s'entraider, d'échanger entre nous, de coordonner un peu tout ce qui se faisait dans les agences. Et ce rôle en fait, il a pris de l'ampleur et il s'est transformé un peu légitimement en un poste de directrice opérationnelle à temps plein il y a quelques mois, quand du côté de l'agence de Lyon, on a basculé en sociocratie. Plus en détail si vous voulez. Exactement. Alors, déjà, bravo pour ce beau parcours et cette belle évolution au sein d'une même société. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plutôt rare que les gens restent dans la même société. On a plutôt tendance à changer. Toi, tu as eu vraiment un beau parcours et puis une très belle évolution. Et c'est super. Ce que tu voulais dire, est-ce que ça a un rapport avec le fait que Étamines soit organisé en scope ? Donc, on le rappelle, c'est une société coopérative. Justement, parle-nous de ce format de société et ce que ça change aussi pour les personnes qui sont employées. Oui, ça change tout. Non, j'exagère. La principale différence, avec une société classique, c'est que les actionnaires sont majoritairement des salariés. Oui. Pour Étamines, c'est même que des salariés, à l'exception près du fondateur qui est parti à la retraite, qui a gardé des parts dans l'entreprise, mais on n'a pas d'autres associés extérieurs. D'accord. Du coup, comment ça se passe concrètement ? En fait, au bout de 1 à 2 ans de présence dans l'entreprise, où la salariée peut demander à devenir associée et du coup rentrer au capital de la SCOP. Et ensuite, les décisions majeures de la SCOP, donc par exemple le choix du conseil d'administration qui est ensuite chargé entre autres de nommer la direction, ou le choix de la vision d'entreprise, les choix stratégiques, ils se font selon un vote, une personne égale une voix. C'est pas du tout proportionnel au capital. Ouais, d'accord. Voilà, et notamment parmi les décisions, il y a aussi le fait de choisir la répartition des bénéfices entre ce qu'on met en réserve, ce qu'on partage entre nous, etc. D'accord. Après, ces règles finalement, elles sont quand même assez
minimaliste, ces règles des scopes, et il y a autant de fonctionnement de scope que de scopes. Certaines, elles ont même un fonctionnement dans le quotidien assez proche d'une entreprise, somme toute classique. Nous, chez Etamine, on a vraiment poussé cet esprit coopératif avec un souhait de grande transparence dans la prise de décision, une horizontalité maximum dans la hiérarchie, etc. En 2016, puis on a recommencé en 2021, on a fait un gros travail avec l'ensemble des salariés pour écrire notre vision d'entreprise. Pourquoi on a pu faire ça? Pourquoi quand on l'a fait, c'était vraiment sincère de la part de tous? C'est parce qu'en fait, quand on met les salariés à travailler collectivement ensemble autour de la table, en fait, c'est les propriétaires de l'entreprise qui discutent et qui décident de ce qu'ils ont envie de faire et de leur outil de travail, quoi. Donc, voilà, tous sont partie prenante des décisions et du coup se sentent aussi légitimes de prendre des initiatives, de faire des propositions d'amélioration. Bien sûr. Au quotidien, c'est vraiment différent de savoir pourquoi, pour qui on fait les choses, de comprendre comment, par qui les décisions sont prises, d'avoir les tenants, les aboutissants, la vision, des chiffres, etc. Ça renforce vraiment le sentiment d'appartenance à l'entreprise et du coup, ça limite aussi le turnover. Ça fait que je suis là depuis 15 ans. Bah oui. Non, mais c'est vrai que ça engage énormément et puis ça change tout en fait, finalement, comme on disait au début. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs, justement, en tant que dirigeante, mais pas que, aussi en tant qu'employée engagée, quelles sont les valeurs que tu souhaites insuffler et inspirer en tant que chef d'entreprise dans cette société? Eh ben, je pense que vous avez compris que je crois beaucoup à ce fonctionnement scope et que la valeur de coopération pour moi et d'entraide, ce sont vraiment des valeurs importantes. En fait, que voilà, l'idée que tout le monde travaille dans un même but commun. En fait, même de manière très cynique, je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace, in fine. Je crois aussi beaucoup en l'intelligence collective. Un adage que j'aime bien, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais chez Etamine, c'est pas des mots en l'air. On vit vraiment ça au quotidien. Par exemple, quand on a travaillé sur la réorganisation d'équipe, je peux revenir plus en détail plus tard, mais en fait, ça aurait été plus rapide que la direction décide seule de ce qu'on va mettre en place, de qui, où, comment, etc. On a choisi de vraiment laisser carte blanche à l'équipe concernée avec l'aide d'un coach, d'un tiers extérieur, pour écrire ce nouveau fonctionnement. Et du coup, on a embarqué tout le monde dans ce changement. On a décuplé l'énergie et la cohésion d'équipe. Et du coup, le fonctionnement, in fine, est plus robuste, quoi. Voilà. Donc On a vu d'ailleurs, tu nous en as parlé, que l'entreprise était engagée dans la transition démocratique et la sociocratie. C'est de ça dont tu veux parler, en fait. Dis-nous un petit peu plus là-dedans, justement. C'est mon sujet favori. Non, en fait, je suis convaincue que la nécessaire transition environnementale, et le mot de transition est encore un peu faible, mais dans le contexte qu'on connaît, il peut pas se faire seul sans aussi une transition démocratique, sociale. Voilà, pour moi, les deux sont intimement liés. Et par exemple, Pablo Servigne, qui est auteur et conférencier sur ces enjeux environnementaux, etc., parle beaucoup de ces liens entre les deux sujets dans ses livres. Et en fait, je pense que l'entreprise, c'est un lieu où il faut s'emparer aussi de ce sujet de transition démocratique ou sociale. Donc, si je reviens à Etamine, on a écrit collectivement notre vision d'entreprise. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Au-delà de ça, pour garder un maximum d'horizontalité dans la hiérarchie, tout en ayant une taille d'équipe qui grossit, un fonctionnement agile au quotidien, etc. Oui. On a mis en place depuis 2 ans maintenant un fonctionnement sociocratique à Paris et à Lyon. D'accord. Explique-nous. Voilà. Avant, on avait un ou une responsable d'agence qui assurait toutes les fonctions, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. C'était plus tenable avec des agences qui grossissent. Et donc, on a mis en place toute une réorganisation pendant 6 mois, accompagnée d'un coach spécialiste de ces sujets-là. On a écrit différentes fiches rôles pour tous les rôles nécessaires au pilotage de l'agence. Sur chaque fiche rôle, on a écrit la raison d'être du rôle, pourquoi on en avait besoin, les redevabilités que devrait assurer ce rôle-là, et puis les qualités requises. Voilà, ce ne sont pas les mêmes qualités pour un rôle de commercial, pour un rôle de manager, etc. D'accord. Et la dernière étape, ça a été un processus d'élection sans candidat qui permettait d'élire une personne pour chaque rôle en fonction justement des qualités requises et de ce qu'on connaissait
essayer de voilà. Oui, il faut bien se connaître pour Oui, arriver voilà, à ça. mais le processus permet aussi de mieux se connaître et de renforcer cette cohésion, quoi. Très bien. Et du coup, les personnes élues à ces différents rôles constituent le cercle de gouvernance de l'agence concernée. C'est eux qui prennent les décisions qui doivent être collectives au niveau du périmètre de l'agence, quoi. Le reste du temps, chaque personne a aussi sa prise de décision dans son périmètre bien défini, quoi. Voilà. Oui, de mission. Est-ce que ça vous a été inspiré, tout à l'heure tu nous as cité un auteur. Est-ce que c'est une pratique qui peut devenir courante, en tout cas qui est en vigueur aujourd'hui? Est-ce que tu as d'autres exemples de sociétés qui fonctionnent comme ça ou est-ce que c'est vraiment très, très exceptionnel? Non, ça reste exceptionnel. On a choisi le coach parce qu'il était intervenu dans une autre société partenaire de la nôtre, mais ça reste exceptionnel. Et surtout, ce qui est assez novateur chez Etamine, c'est que c'est la direction qui a impulsé ça. Voilà, dans l'autre exemple qu'on avait, ça avait été plutôt imaginé par une équipe qui avait voulu mettre ça en place, mais finalement, ça marche moins bien quand même que quand c'est une vraie volonté politique de la direction d'entreprise. D'accord. Alors, pour terminer, on va retourner sur du plus global, et enjeux environnementaux qui sont quand même de plus en plus pris en compte dans les différents projets, même dans les médias, on en parle quand même de plus en plus. Il y a une prise de conscience collective. Est-ce que toi, tu as remarqué une différence dans ton métier sur ces dernières années, par exemple, par rapport à tes débuts? Oui, clairement, et heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, même si cette prise de conscience et cette intégration des enjeux environnementaux, notamment dans le bâtiment, ça pourrait être encore plus important. Moi, quand j'ai démarré dans les années 2010, on parlait quasiment pas d'enjeux carbone, par exemple, d'analyse de cycle de vie, etc. Alors que c'est désormais obligatoire dans la réglementation environnementale. Oui. Tout à fait. C'est quand même un gros changement. Je pense que l'année 2020 a aussi été pas mal charnière là-dessus. D'une part, avec le Covid qui a été quand même un basculement de prise de conscience pour beaucoup. On parlait du monde d'après, etc. Et puis aussi, avec cette année-là, les élections municipales qui ont permis à de nombreuses villes de basculer avec une municipalité écologiste. Et du coup, nous, dans la construction, on l'a senti dans les programmes environnementaux des bâtiments publics et même au niveau des promoteurs qui ont souhaité un peu montrer patte blanche et jouer aux élèves auprès de ces municipalités en intégrant mieux ces enjeux-là. Donc maintenant, nos missions sur un même projet, elles sont beaucoup plus complètes que ce qu'elles étaient auparavant et on intervient aussi sur de plus nombreux projets, quoi. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. On va terminer avec la question signature de cette année, de cette saison. On voudrait, s'il te plaît, que tu nous racontes un souvenir de l'école, peut-être le meilleur. Lequel ce serait? C'est loin, c'est ce que je disais au début. Oh, pas tant. J'étais bizarrement à l'époque pas très engagée dans le milieu associatif et ni la vie du BDE. Du coup, les souvenirs qui me reviennent en mémoire, ils sont finalement plus liés à des cours un peu hors normes qui m'ont particulièrement marquée. Je pense à deux en particulier. Le premier, c'est avec un prof dont j'ai oublié le nom, mais qui participait aux travaux du GIEC en parallèle de nous donner ses cours et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur toutes ces questions de dérèglement climatique. Et puis un autre cours de gestion des conflits. Voilà, j'avais trouvé vraiment intéressant d'avoir des cours non techniques. Ça nous ouvrait un peu aux problématiques que je peux rencontrer aujourd'hui, parce que ça aussi, les études de se préparer à l'avenir. Et puis c'est vrai que l'ANSECUB là-dessus a vraiment un beau programme et propose des interventions de qualité sur d'autres sujets. C'est vraiment important en fait, au-delà de la technique. Tout à fait. Merci infiniment Héloïse d'être rendue disponible pour nous. Merci à vous. Et puis bonne continuation à Etamine et puis chez Etamine peut-être pour les 20 prochaines années à venir. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. À bientôt!